Omer, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Merci à vous toutes, à vous tous de nous recevoir tous les mercredis, tous les jeudis et sur les podcasts et sur donc la radio juive de Marseille avec autant de gentillesse, de délicatesse parce que nous recevons régulièrement des petits mots, des petits messages qui nous font chaud au cœur et qui nous encouragent à continuer à être avec vous et aussi autour de la communauté. En tout début d'émission, Amy, tu sais, comme d'habitude, on est bientôt malheureusement à 8 mois de guerre. Les otages sont toujours otages et on va quand même se donner un petit peu de baume au cœur en envoyant quelques notes de musique de Eyal Golan, Am Israël Chai. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה אמונה. Voilà, merci pour ces moments musicaux. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. Une journée importante pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim. Aujourd'hui, la ville de Jérusalem a été réunifiée, elle a été libérée depuis 57 ans à ce jour. Et donc, je pense que c'est bien de le rappeler. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, surtout dans la nouvelle génération, ont toujours eu l'impression que Jérusalem était la ville que l'on connaît tous depuis quelque temps, avec le Kotel, le Cardo, tous ces endroits-là. Il faut savoir qu'avant 67, on n'y avait pas droit. Avant 67, on ne pouvait pas mettre les pieds dans ce quartier-là parce que la Jordanie était donc entre guillemets un territoire jordanien qui a été libéré grâce à Dieu donc le 27 Iyar 5727 si je ne me trompe pas par les mains de Moshe Dayan, son équipe, toute l'équipe de la défense de Tzahal et bien sûr avec la main de Dieu, sinon cela n'aurait pas été possible à mon avis. C'est un avis personnel mais je crois que vu la géopolitique, je pense qu'il peut peut-être se confirmer. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, j'appelle ça un éternel jeune homme. Bonjour. Moshe Cohen. Moshe, bonjour. Bonjour à tous. Et à côté de moi, mon ami David Selam, qui donc... alors David, je vais vous le présenter parce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, David. Et moi, j'adore les gens qui travaillent dans l'ombre et qui n'ont pas besoin d'ego. Parce qu'il faut quand même se rappeler que pour Yom HaZikaron, cette année, tu es venu accompagné de M. Yerushalmi, ce colonel de l'armée de défense d'Israël, qui nous a fait une conférence qui était absolument exceptionnelle, qui nous a fait vibrer, qui a parlé sans barrière, sans gêne. Et c'est grâce à ton intervention qu'il était là. Et David, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté et surtout pour Israël. Donc on sait que tu fais partie de l'OSM. Tu vas nous présenter ton ami, notre ami Moshe Cohen. Oui. Marc, merci. D'abord, merci de nous accueillir à chaque fois que nous sommes là à la radio. Et ça, c'est vraiment, je tenais à le souligner et à remercier aussi le président Jean-Jacques Zenou, notre ami. Donc aujourd'hui, nous sommes là à la radio. Je voudrais vous présenter donc Monsieur Moshe Cohen, qui est le délégué pour le Sud, pour les activités de l'OSM, donc pour le sud de la France. Est-ce qu'on peut définir l'OSM pour les gens peut-être qui ne connaissent pas ? Oui, donc l'organisation sioniste mondiale, tout le monde, on en a parlé à chaque conférence, c'est une organisation créée par Theodor Herzl en 1897. Moshe Cohen m'a rappelé, alors que je pensais que c'était 1896, il la connaît mieux que moi, dans laquelle donc elle a été mise en place par Theodor Herzl dans son premier congrès pour mettre en place, je vous fais une synthèse, pour mettre en place les structures de création de l'État d'Israël. Et ainsi, ça a été créé le KKL, l'agence juive, donc pour les... etc., le Keren Yesod, voilà. Et quel succès, puisqu'aujourd'hui, nous voyons un peu le résultat. Même si aujourd'hui, la situation en Israël est compliquée, nous avons quand même un État qui frise les 10 millions d'habitants, avec une économie hyper performante malgré la guerre, incroyable, etc. Incroyable. Et sur lequel nous sommes très optimistes quant à la situation qui se dénouera tôt ou tard. Parce que tout ce qui est excessif
mourra un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, il y a de l'excès concernant l'État d'Israël. Voilà. Donc, pour revenir à notre ami Moshe Cohen, donc c'est le nouveau délégué pour le Sud, on l'aura avec nous pendant 2 à 3 mois. Il y aura quelqu'un pour... 2 à 3 ans, non pardon, 3 ans. Ah, 2 voilà. à 3 ans. Non, mais c'est l'émotion. Il y aura son équivalent pour Paris et la région parisienne. Donc ça pour montrer l'intérêt que l'organisation sioniste mondiale donne au sud de la France et à nos communautés du sud, sionistes, militants, également qui font leur alia, etc. Donc vraiment c'est un intérêt particulier et c'est d'où l'arrivée de Moshe Cohen qui va donc nous parler d'un certain nombre de questions que Marc va lui poser. Rapidement, c'est quelqu'un qui a une longue expérience, une très longue expérience dans les organisations sionistes, à l'organisation sioniste mondiale, dans certains départements comme le KKL, etc. Donc très très longue expérience. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas les citer toutes, mais par exemple, il a été délégué général de l'organisation sioniste mondiale en France, en Belgique et au Maroc. Et il doit parler marocain à mon avis. Il a été sous la torture. Il a été délégué du département de la promotion de la Alia. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une partie de son activité ici. Il a également, je dis pêle-mêle, directeur de la délégation du KKL en France et des activités du KKL au Maroc. Je vous dis, il doit parler bien marocain. Directeur du département de l'Europe, de l'agence juive de l'Est, de l'agence juive, délégué du département de la jeunesse de l'agence juive, etc. C'est quelqu'un qui est diplômé de la Sorbonne à Paris. Il a fait des études orientales à l'université de Jérusalem et enfin marié et 4 enfants. Et je voudrais également préciser avant de lui donner la parole, il vient de terminer ses Melouim de 4 mois, je crois, 5 mois, vous voyez, 5 mois, et il doit repartir bientôt d'ailleurs, où il a été, donc, il a fait partie donc des premières vagues dans cette situation. Voilà. Merci David. De manière, je vois David à côté de moi, il a 2 ou 3 pages du CV de Moshe, donc ça bien fait c'est bien d'avoir fait un petit résumé. Moshe, donc d'abord on te remercie pour ta présence, on te remercie pour ton action, pour ton militantisme. J'aimerais savoir, aujourd'hui, donc tu es avec nous, si Dieu veut, pendant au moins 2 ou 3 ans, quelle va être ta fonction concrète et où tu vas te situer? Voilà, alors donc l'Organisation sioniste mondiale a décidé de mettre l'accent sur le judaïsme de France depuis quelque temps. Maintenant, il faut savoir que les budgets, les structures qui soutiennent l'Organisation sioniste mondiale, ce sont des structures gouvernementales du ministère de la Alia et de la Klita, par l'intermédiaire d'une structure juridico-financière qui s'appelle OFEC Israël, qu'ils ont dit que maintenant, il veut mettre le nouveau ministre qui a été élu il y a à peu près 1 an, il a dit qu'il veut mettre l'accent sur l'Alia plus juive au sens alartique du terme. C'est pour ça qu'ils investissent énormément en Europe et aux États-Unis, et moins dans les pays de l'Est. Donc, pour cette raison, ils ont créé 2 postes en France, un dans le sud de la France, votre serviteur, et un deuxième à Paris, qui est la personne qui va arriver, il devrait arriver la semaine prochaine. Notre rôle, c'est de faire la promotion et développer les relations entre les communautés juives et la promotion de l'Alia dans les communautés qui sont très sionistes, comme bien entendu la communauté de Marseille. Donc mon rôle, si vous voulez, c'est de travailler avec toutes les associations, avec toutes les organisations communautaires, avec toutes les personnes, les organisations. Cette semaine, par exemple, j'ai fait un roukbaït avec des dentistes qui sont intéressés pour préparer une alia. Et donc mon travail, c'est d'être le pont entre les juifs candidats potentiellement ou qui s'intéressent simplement à l'alia et l'État d'Israël. D'accord, donc ta fonction principale, ça va être le relais entre la France, enfin Marseille plus particulièrement, on va dire, et Israël. Donc quand tu parles d'Alia, ça va dire une aide à l'installation, une aide à la préparation, une motivation, je veux dire. Alors voilà. Comment tu vas gérer ton Non, alors l'aide, quand on parle d'aide, l'aide, elle est pour l'instant en France, elle est d'aide d'ordre, j'ai envie de dire, général, puisque la seule chose que nous faisons pour l'instant très important, c'est apprendre l'hébreu. On arrivait à la conclusion qu'il fallait apprendre l'hébreu avant d'arriver en Israël, et de pas arriver en Israël et ne rien comprendre. Donc nous avons des ulpanim ici dans la région de Marseille. Nous avons là en ce moment nous travaillons sur les listes et
très prochainement, nous allons contacter toutes les personnes qui sont inscrites, qui sont intéressées, de savoir quand et où les ulpanim commenceront en septembre. Ils vont durer de septembre en juin, que ce soit ou du visuel ou du frontal. Et en plus de mon travail, c'est de répondre à toutes les questions qui peuvent passer par votre tête sur l'intégration, sur l'aller en Israël et tout ce qui a rapport avec la cellule familiale en Israël, le travail, l'éducation, la famille, l'armée, etc. Et mon rôle, c'est de donner des réponses. J'espère donner un maximum de réponses pour que les décisions, encore une fois, les décisions de l'ALIA sont des décisions tout à fait personnelles. C'est une décision, en général, qui se passe dans le couple, mais on me dit que c'est toujours la femme qui décide. Pareil. C'est les bruits, c'est les bruits. Donc, par conséquent, on est là pour donner des réponses et après la décision se fait en état de lieu avec la famille, avec tous les paramètres d'une famille A et Be'atzlacha pour arriver en Israël. Voilà. Donc, c'est pas des formes d'alliés de groupe qu'on a toujours fait. Il y a nous on travaille aussi avec, il y a 2-3 structures qui s'occupent d'alliés de groupe comme l'Echlecha, Dorot Israël et Dor Hadash et le programme de Shalom Vach. Voilà, c'est 3 structures qui font des groupes d'Alia. Chacun il a ses spécificités, donc c'est aussi possible si on veut partir en groupe comme une communauté qui décide, une dizaine, 5, 6, 7, 8 familles, ils veulent partir ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est beaucoup plus facile pour s'intégrer. Alors, vas-y David, pardon. Oui, je voudrais aussi rajouter quelque chose. Moshe Cohen va également nous donner un coup de main au niveau de l'organisation sioniste mondiale, puisqu'on a également un programme de conférenciers que nous continuons toujours à avoir et qui vont venir ici pour nous parler d'Israël, et donc il sera également avec nous pour nous aider à mettre en place ces conférences aussi. Ah, il va vraiment travailler, quoi. Moi, on m'avait dit, viens à Marseille te reposer, j'ai l'impression que c'est trompé d'adresse. Mosheni, une question qui me vient là. Alors d'abord, ce qu'il y a d'extraordinaire quand je parle avec des Israéliens ou même mes enfants qui sont en Israël ou autres, c'est qu'on a l'impression que les événements qui se passent aujourd'hui, je dis pas qu'on les met de côté, mais je veux dire, on continue à avoir cette motivation d'Alia, cette volonté de se lever le matin, d'aller travailler, de fêter les fêtes comme Yom Yerushalayim, Yom Hatzalut et autres. Et ça, c'est assez impressionnant. Et parce que, une question, est-ce que le fait qu'il soit venu actuellement à Marseille, est-ce que ça a un rapport avec la politique nationale qui se passe en Europe, c'est-à-dire cet antisémitisme croissant jour par jour? Tout est lié. Étant donné, effectivement, il y a eu un changement qui s'est passé le 7 octobre, comme vous savez, mais bien avant, le gouvernement a compris, quand je dis le gouvernement, le ministère qui s'occupe de l'ALIA indirectement, qui s'appelle le ministère de l'ALIA, il a compris qu'il fallait préparer le terrain parce que en Europe, en l'occurrence, c'est ce qui nous concerne, la terre commençait à brûler. Donc c'est évident qu'il faut pas partir comme en catastrophe, parce qu'on n'est pas 39-45, c'est ça. Oui, c'est exactement. Mais je veux dire qu'il faut préparer. Et plus vous préparez tôt, plus votre intégration sera plus facile. Il faut préparer, il y a des dates, il faut s'intéresser pour l'école, pour le travail, pour le lieu d'habitation, etc. Doucement, doucement, de façon à pouvoir arriver en Israël doucement et une intégration comme il se faut. Il faut à peu près entre 6 mois et 1 an pour bien préparer son alia. Et c'est dans ce cadre-là que moi je suis là avec toute l'équipe qui est à Paris et l'équipe des professeurs d'hébreu dans la région et les conférenciers qui viennent en Israël, de façon on est là pour vous aider et pour prendre la bonne décision. Donc quand on t'écoute, Moshe, je pense que ce que tu voulais dire, c'est qu'on doit partir en Israël par amour, par volonté et non pas par peur. Ah mais c'est évident, Israël, avant la situation d'antisémitisme de maintenant et avant la guerre qui dure déjà des 8 mois, c'est évident qu'on vient en Israël par amour et pas, on fuit pas. On fuit pas la France, on fuit pas le quartier, on fuit pas l'école, on vient en Israël par amour. Donc c'est ça le plus important. Puisque si vous venez en Israël sans cette fibre d'amour, l'intégration va être très difficile. Si vous venez, quand vous aimez, vous êtes prêt à faire des concessions, parce qu'il faudra faire des concessions, parce qu'Israël n'est pas un pays, j'ai envie de vous dire, pas facile, mais je veux dire que c'est pas la mentalité que vous avez d'habitude, c'est pas les structures que vous avez en France, il n'y a pas les structures d'aide, de soutien, que ce soit gouvernemental ou communautaire, que vous pourriez voir, donc il faut prendre beaucoup sur vous, mais en fin du compte, le résultat, il est positif, et pour vous, et surtout pour les enfants et les générations qui vont venir. Moi, je sais que la plupart mes amis qui vivent en Israël, ou même mon propre fils,
ils me disent, ici la vie elle est chère. Les gens, ils s'en foutent de toi, ils klaxonnent du matin au soir, ils savent pas conduire. Souvent tu te fais arnaquer et pourtant on l'aime ce pays. Écoutez, Comment expliquer tout ça quand même? Parce que c'est vrai que la vie est très très chère en Israël. Une location pour un étudiant ou pour une petite famille est beaucoup plus chère que chez nous à Marseille en tout cas. Il y a plein de paramètres comme ça qui paraissent paradoxaux. Et puis malgré tout, on y va. Parce qu'en Israël, la vie est chère parce que je ne veux pas donner de cours d'économie à notre ami David Selam, mais le budget national en Israël, j'ai envie de le diviser par 3 ou 4. Une partie qui représente à peu près 20% du budget national, c'est pour l'armée. Et c'est un domaine où il n'y a pas de rentrée. L'autre partie, c'est pour rembourser les dettes américaines, parce que toutes les dettes américaines, on les rembourse. Et la troisième partie, c'est le budget normal. En gros, le pays tient sur 50% de son parti, 50% de son budget. Donc c'est difficile, donc effectivement, la vie est chère. Mais avec le temps, nous avons trouvé, il n'y a pas si longtemps, des puits de gaz dans la mer. Ça devrait faire rentrer dans les caisses gouvernement de l'argent, donc ça devrait nous permettre à nous de payer moins d'impôts. Mais je veux dire que ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, mais je veux dire que c'est un problème qui va se résoudre. Ce qui est important, c'est que les gens viennent, comme vous l'avez dit, par amour, et quand on aime, on est prêt à faire temporairement des concessions, et c'est ce qu'on fait depuis 76 ans. C'est vrai. Oui, David. Je voudrais rajouter, Moshe, juste deux ou trois petits points sur l'économie israélienne. C'est que la vie est chère, entre guillemets. Vous savez que la cherté, c'est relatif. Hein. L'économie est relative. Ils ont un niveau de vie et un produit intérieur brut par habitant, c'est-à-dire la création de richesses par tête d'habitant. On prend l'ensemble de la production nationale divisé par le nombre d'habitants. On a la production par habitant est beaucoup plus élevée en Israël qu'en France. C'est-à-dire que le PIB par habitant est plus important. Donc, conclusion, tous les salaires qui vont avec, les dépenses qui vont avec, les charges qui vont avec, etc., montent, sont un peu plus élevés peut-être que ce qu'on connaît en France. Comparé aux États-Unis, c'est l'inverse. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'immobilier pour les loyers, etc., c'est un cas particulier pour Israël. Parce que c'est un pays qui attire énormément d'immigration, d'investisseurs et qui viennent de pays qui sont beaucoup plus riches que la France et qui mettent un argent fou dans des appartements. Donc, la loi de l'offre et de la demande fait monter. Alors, il est évident, pour terminer sur cette question, c'est que le gouvernement israélien, et quel qu'il soit d'ailleurs, hein, ont des programmes de mise en place de loyers et d'achat, d'acquisition pour les primo-accédants, etc., pour les olim qui leur permettent donc, et les jeunes israéliens, parce que Israël est un pays de jeunesse, 62% à peu près de la population à moins de 30 ans, donc des programmes spéciaux pour leur permettre d'acquérir des biens à des prix abordables. Juste un point pour ajouter, en ce qui concerne les futurs immigrants, en Israël, ils ont d'aide financière du ministère de l'intégration, d'aide de réduction d'impôts pendant 3 ans, et des facilités d'impôts aussi dans les banques. Donc je veux dire que les immigrants dans ce dossier-là, ils sont prioritaires et ils sont aidés. Et puis de toute manière, comme tu l'as dit, je crois en un mot, il faut faire des concessions parce que je veux dire le bonheur qu'on retrouve là-bas, je veux dire, il a un prix tout simplement. Hein. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut partir par moi. Moshe, on a parlé de tout ça. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question au niveau de la vie actuelle, au niveau de cette guerre qu'il y a en Israël? Tout est possible. Quelle est ta position, si tu peux nous en parler, puisque tu es vraiment plus que sur le terrain. Comment tu vois l'évolution de ce qui se passe actuellement, au jour d'aujourd'hui? Et alors, la situation aujourd'hui est un peu compliquée, bien entendu, comme tout au Moyen-Orient. Effectivement, ça fait déjà 7 mois, presque 8 mois que nous sommes en guerre. J'étais personnellement 5 mois mobilisé du 7 octobre au 5 mars, 150 jours, si je me souviens bien. J'ai en parallèle mes 2 fils qui ont été aussi mobilisés, un qui était dans le nord avec moi, enfin dans une autre position, et mon fils qui était le dernier, qui était appelé donc à Gaza, et qui devait se libérer après 3 ans d'armée le 16 avril, et le jour même, il n'a pas eu le temps de se déshabiller, il a reçu les Milouim, donc il est reparti pour 4 mois. Tout ça pour vous dire que la situation est compliquée. Dans le nord, nous y étions au mois de janvier, un général est venu nous parler, nous a dit « J'espère que vous n'avez pas de programme dans l'année 2024, par contre. » C'est-à-dire l'évaluation dans Tsahal,
et ça sont des informations dans les discussions que nous avons avec les supérieurs à l'armée, ils disent que nous avons non, je vais plutôt citer une phrase d'un général en réunion fermée, mais qui est sortie dans la presse, donc tout le monde le sait. Il a dit: le pire est encore devant nous. On imagine que le vrai problème, c'est le Nord, et donc on pense que pour l'année, les 6 mois qui restent de l'année 2024, on devrait régler le problème au Nord, parce que c'est ça le vrai problème. Alors, dans le Nord, il y a 2 possibilités. Ou bien on règle ça par des moyens diplomatiques, voire les interventions françaises et américaines sur le Nord en demandant au groupe terroriste Hezbollah de reculer de 10 km jusqu'au fleuve Litanie, ou bien si ça ne se fait pas, ils essaient depuis déjà 2-3 mois, mais j'ai pas l'impression que ça avance, ou bien si ça ne se fait pas, il y aura une intervention militaire pour les pousser dans le Nord, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la zone de sécurité est chez nous. Il y a 5 km, la bande de 5 km du nord d'Israël, il n'y a plus un civil. Pas un civil. Moi, je peux vous dire, j'étais là-bas pendant 5 mois, on ne voit pas un seul civil. Donc, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, je pense que les mois qui vont venir, et comme on dit chez vous souvent, l'été sera chaud, c'est l'évaluation qui traîne en Israël. On verra bien ce qui va se passer. Oui, non, moi je sais que j'ai pas mal d'amis qui habitent au nord, entre autres au kibbutz Ranita. Ça fait 5 mois qu'ils sont pas rentrés chez eux, quoi. C'est une situation qui est très compliquée. On en parle un peu moins, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, très 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 chaud, très très bouillant même, je dirais. Moshe, quelles sont les relations aujourd'hui entre la France et Israël? Parce que nous, on nous envoie comme ça des informations de Macron qui ne sait pas s'il faut s'il est à droite ou s'il est à gauche, de ces drapeaux palestiniens qu'on voit maintenant à l'Assemblée nationale, de ces voyous du LFI qui se permettent de croire que le problème de Gaza, c'est le problème européen et mondial et que tout va se clarifier le jour où il y aura un État palestinien. Je veux dire, ça en devient marrant. Comment, toi qui viens occasionnellement en France, bon maintenant tu vas y être pour un petit moment, comment tu ressens tout ça? Et nous, ce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, ce que pensent Macron, la France et l'Europe, je vais rester poli, on s'en fout complètement. Mais complètement. Tout ça, c'est des jeux. On s'en fout complètement. Ils ont aucune influence sur ce qui s'y passe. Simplement du vitrinage. La seule chose importante dans le conflit, c'est la position des États-Unis. Donc, ce qui se passe en France, c'est un problème franco-français. La seule chose qui nous intéresse en France, c'est la communauté juive. Le reste, malheureusement ou heureusement, c'est pas notre sujet et on ne veut en aucun cas intervenir dans des situations qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans la rue. Ça nous concerne pas. Les gens veulent manifester pour, c'est très bien. Mais je veux dire que c'est pas un sujet qui nous touche directement. Continuer à nous soutenir, continuer à défendre Israël et les problèmes franco-français qui soient réglés par le gouvernement ou l'opposition à l'Assemblée nationale. Merci pour ton franc-parler, Moshe. Bon, le temps passe très très vite. Je vais te poser juste une petite dernière question. Je vous la pose à vous deux d'ailleurs, si vous permettez. Dimanche, il faut aller voter. Ça, je le dis à tous les gens de notre communauté. Est-ce que, sans donner peut-être un nom, mais quelle est la meilleure des positions ou la moins mauvaise des positions dans le bulletin de vote que l'on va mettre dimanche? Écoutez, moi, effectivement, on m'a déjà posé la question 3 fois cette semaine. J'ai demandé bien sûr à des amis en Israël et on me dit il faut voter avec les partis qui sont les plus pro-israéliens en ce qui nous concerne, bien entendu, ou les moins anti-israéliens. Alors on m'a donné des partis comme le parti qui est revenu plusieurs fois, qui est plus ou moins, encore une fois, normal, c'est le parti républicain. Voilà. Républicain. C'est tout. Je dis rien, je sais pas qui, comment, où. Je vous dis simplement ce qu'on m'a répété. David? Moi, moi je voudrais vous donner mon avis donc franco-français. D'abord, il faut aller voter réellement et se mobiliser pour aller voter dimanche. Moi, contrairement, je vais pas vous dire voter pour qui vous voulez. Moi, je dirais qu'il faut voter pour ceux qui soutiennent l'État d'Israël et les communautés juives, et on les trouve plus et certainement pas auprès des LFI qui sont antisémites en plus et des partis de gauche. Je le dis clairement. Donc aujourd'hui, il faut voter pour les autres partis qui sont les partis de droite, les partis libéraux, des partis donc on vient d'en parler, donc de la droite républicaine. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il y a Amy qui me tire les oreilles de loin. Moshe, merci beaucoup pour ta présence. On aura l'occasion de te recevoir régulièrement. Avec grand plaisir. Donc le mot de la fin, j'ai simplement envie de vous dire d'abord Yom Yerushalayim.
Une belle fête aujourd'hui, donc soyons joyeux aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, soyons joyeux. Et puis Totalement. n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Personnellement, je ne voterai pas pour les extrêmes, puisqu'on m'a souvent aussi posé la question, donc je le dis, je n'ai rien à cacher. Je vous remercie à tous les deux. Une bonne fin de semaine à tous. Passez de bonnes fêtes de Shavuot la semaine prochaine, et on se reverra après. Merci à vous. Au revoir. משה אומר, אני רוצה לרקוד. Lève Echad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.